Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cursus du mercredi de Elmo, consacré aujourd'hui aux formations juridiques de la Haute École. Donc les cursus du mercredi, comme vous le savez peut-être, ce sont donc des séances d'info-études en live. On vous donne toute une série d'infos, d'explications sur nos cursus, sur nos formations. Et puis surtout, où on répond à toutes vos questions. C'est vraiment aussi l'objectif de ces séances d'info. Donc, à la fin de la présentation, on répondra vraiment à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dès maintenant sur les chats, dans les commentaires sur les pages Facebook. Voilà, transmettez-nous vos questions et puis on y répondra à la fin. Donc, vous êtes ici avec nous aujourd'hui sans doute parce que vous êtes intéressé par le secteur juridique qu'on aborde donc aujourd'hui. Vous voulez peut-être en savoir plus sur les cours, sur les débouchés, si vous hésitez entre plusieurs formations. Donc, voilà, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on va aborder 3 cursus et pour cela, on va accueillir des représentants, des spécialistes de ces formations. On va accueillir tout d'abord Cécile Dessart qui va nous parler de l'environnement des études et puis des points communs dans ces différents cursus. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. On va accueillir également Claude Rossel qui va nous parler du bachelier en assurance et gestion du risque. Bonjour tout le monde. On va accueillir également Yves Derwal pour nous parler du bachelier en droit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et également Cécile Battistoni pour aborder le master en gestion publique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un tout grand merci à vous d'être là aujourd'hui pour informer puis répondre aux questions de tous les participants. Eh bien voilà, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet en abordant tout d'abord l'environnement d'études. C'est important aussi quand on cherche des formations de savoir un petit peu quel va être le cadre, quelle va être l'ambiance, quel va être l'environnement d'études. Et pour cela, j'invite donc Cécile Dessart à me rejoindre ici pour vous donner toute une série d'infos sur l'environnement des études et vous allez le voir donc le campus Guilmain. Voilà, oui, en effet. Donc, les 3 sections, les 3 formations dont on va parler aujourd'hui sont toutes les 3 logées au campus Guilmain, avec une petite spécificité pour le master dont ma collègue Cécile vous parlera tout à l'heure. Alors, le campus Guilmain, comme son nom l'indique, se situe à quelques minutes de la gare des Guillemins. Là, sur la photo, vous voyez clairement la gare de Calatrava. Et il se trouve aussi dans le quartier de la Tour des Finances. Sur le campus Guilmain, vous avez dans les bâtiments que vous voyez là et toute une partie encore cachée, vous avez 3200 étudiants autour de 8 formations du département économique et juridique. Donc, le juridique est logé avec l'économique dans ce campus. Le bâtiment a été récemment rénové avec des espaces extérieurs sympas, 2 cantines, une cantine classique et une cantine durable, puisqu'on veut s'inscrire dans la logique durable qui s'installe de plus en plus pour le moment. Vous avez aussi 2 salles polyvalentes qui nous permettent d'organiser des conférences, des événements, festifs ou non. Vous avez un learning center dans lequel vous avez une bibliothèque, mais aussi des postes de travail, des zones pour travailler en petits groupes, etc. C'est un ensemble qui est majoritairement moderne. Et enfin, sur les dernières photos qu'on voulait vous montrer du campus Guilmain, vous voyez les différents types de locaux qui composent l'ensemble. Alors, il y a un auditoire de 330 places, un grand auditoire qui est majoritairement occupé par le bac droit, dont on parlera tout à l'heure. Il y a quelques auditoires de 120 places et puis des classes de 50 à 80 places qui sont en fait le reflet de la proximité que nous gardons avec nos étudiants, puisque l'enseignement en haute école au campus Guilmain est un enseignement de proximité. À cela s'ajoutent des labos. Donc des laboratoires pour la bureautique, pour l'informatique, mais aussi pour les langues. Tous les locaux sont évidemment équipés d'ordinateurs, de projecteurs, etc. D'autant plus avec ce que nous vivons ces derniers mois. Donc voilà, tout ça loge les 3 cursus qui vont maintenant vous être présentés par mes collègues. Un tout grand merci. Voilà, Cécile, on y voit un petit peu plus clair sur l'environnement des études. Sachez également que ce campus Guilmain, il y a également d'autres formations économiques qui sont organisées. Donc, les cursus qu'on va vous présenter aujourd'hui, ces cursus juridiques, ils cohabitent donc avec toute une série d'autres formations. Et donc, on va tout de suite passer cette présentation des cursus pour que vous y voyez plus clair. On va commencer avec le bachelier en assurance et gestion du risque. Et donc, c'est monsieur Claude Rossel qui va venir vous en parler et vous donner toute une série d'informations pour comprendre vraiment ce qui se passe dans ce bachelier. Voilà.
Donc, rebonjour et bienvenue dans le cursus assurance et gestion du risque. Donc, Elmo est une des 3 seules hautes écoles à organiser ce bachelier en communauté française. Donc, l'objectif, il est simple, c'est de former de jeunes professionnels de l'assurance polyvalents à même de répondre aux besoins d'un secteur en constante évolution. Avant de détailler les axes de la formation, un mot peut-être sur les débouchés. Alors, bonne nouvelle, le secteur de l'assurance a besoin de jeunes diplômés. Pas étonnant donc que le taux d'employabilité soit un des plus élevés sur l'ensemble de la haute école. Donc, concrètement, ça veut dire que les jeunes diplômés trouvent très rapidement du travail. C'est une information importante lorsqu'on doit choisir ses études supérieures. Donc, voyons maintenant quel job vous pourrez décrocher avec votre diplôme en poche. Que vous ayez le profil commercial ou pas du tout, vous pourrez rejoindre des compagnies d'assurance et des banques ou intégrer des bureaux de courtage. Vous pourrez également compléter les équipes des départements assurance et risk management de grandes compagnies, tous secteurs confondus. Le diplôme vous donnant de plein droit accès à la profession de courtier, vous pourrez également vous lancer comme courtier indépendant. On arrive maintenant aux axes de la formation, laquelle se veut donc polyvalente. Donc, si tu veux bien passer à la dia suivante. Merci. Donc, en préalable, et pour anticiper une question habituelle lors des journées portes ouvertes, il n'y a pas de prérequis dans aucune activité d'apprentissage. Tous les cours sont construits pour des novices dans chaque matière. L'assurance et la gestion des risques fait partie du département juridique et le programme fait la part belle au savoir et au savoir-faire en droit. Dans le bloc 1, il s'agit du droit civil et du droit de l'entreprise. Le deuxième axe, c'est l'axe économique avec de l'économie générale, de la comptabilité et de la fiscalité. Ensuite, il y a des maths, mais pas de dérivés, ni de géométrie, ni de trigonométrie, mais de la statistique avec le calcul des probabilités et de l'algèbre financière. Les compétences communicationnelles constituent un autre pivot. Le cours de français du bloc 1 vise la justesse grammaticale et lexicale. Le compte-rendu, la correspondance commerciale, l'entretien d'embauche sont au programme du bloc 2. Vous apprendrez également à utiliser les outils bureautiques, Word, PowerPoint et informatique, le tableur Excel. Donc, si la communication en langue française est une compétence importante à développer, il en va de même pour la communication et la connaissance de la terminologie de l'assurance en néerlandais et en anglais. C'est pourquoi ces 2 langues sont obligatoires et enseignées dans les 3 blocs. Un test de niveau est réalisé lors du premier cours et une dispense pourra vous être octroyée si vous atteignez le niveau B1, qui est le niveau intermédiaire. Bon, je vais me répéter, mais pas de souci si vous êtes débutant, puisque le cours du premier quadrimestre s'adresse aux débutants. Qu'en est-il maintenant des cours de la spécialité dans le bloc 1? Donc, la découverte du monde de l'assurance et de ses acteurs, ainsi qu'une première approche des assurances, des techniques de prévention et de réduction des risques, se fera au travers de l'unité d'enseignement intitulée « Introduction à l'assurance ». Le deuxième cours de la spécialité, c'est l'assurance auto. Vous verrez avec votre prof, qui est un courtier, l'ensemble des garanties qui peuvent être souscrites pour un véhicule automoteur. Vous vouliez résilier un contrat d'assurance? Quel est le délai à respecter? Que se passe-t-il si je sous-évalue la valeur de mon habitation? Quels sont les risques si j'oublie de transmettre des informations à mon assureur? Donc, autant de questions qui trouveront réponse dans le troisième cours de la spécialité du bloc 1, celui du droit du contrat d'assurance. Bon, par manque de temps, je ne vais pas ici détailler les axes des autres blocs, mais sachez que le bloc 2 cible les particuliers, tandis que le bloc 3 met l'accent sur les indépendants, les entreprises et sur la pratique du risk management. Le programme vous procure également un solide bagage en finance et en gestion de patrimoine. Last but not least, les stages. Donc, le bachelier en assurance se distingue
par la progressivité de l'insertion professionnelle. C'est le seul bac à vous proposer 3 périodes de stage. Un stage d'observation dans le bloc 1, afin de vous sensibiliser à ce qui sera peut-être votre futur métier, celui de courtier. Vous effectuerez ensuite un stage d'1 semaine dans le bloc 2 et un stage de 14 semaines dans le bloc 3. En conjuguant la théorie et la pratique, les stages visent bien entendu à vous rendre opérationnel et à développer vos compétences relationnelles pour aborder le marché du travail dans les meilleures conditions. Enfin, des séminaires extramuros, un échange linguistique avec une haute école flamande, un voyage d'études à Londres, des visites d'entreprise et des partenariats professionnels viennent compléter votre formation. Voilà, j'en ai déjà fini avec la présentation. On se retrouve tout à l'heure si vous avez des questions. Un tout grand merci. Voilà, je pense qu'on y voit beaucoup plus clair. Tu nous as brossé un très beau tableau, voilà, de la formation, des débouchés, des contenus. Donc ici, on venait d'aborder donc les assurances. Donc c'est bien maîtriser maîtriser tous les produits de l'assurance, pouvoir conseiller, orienter. Moi, je vous propose après ces explications sur le bachelier en assurance, de passer à une autre formation juridique, comme vous le voyez, notre bachelier en droit. On va essayer d'y voir plus clair également sur le contenu des cours et les débouchés avec Monsieur Derwal. Voilà, bonjour et on vous écoute pour les infos sur le droit. Oui, rebonjour. Et voilà, j'espère pouvoir vous donner quelques explications sur la formation ainsi que sur les débouchés qui existent pour le bachelier en droit, et je serai bien entendu à votre disposition pour répondre, j'espère, à toutes vos questions après les présentations. Quel est le point fort de la formation du bachelier en droit à l'ELMO? C'est que le cours est dispensé par un spécialiste. C'est-à-dire que, par exemple, pour le droit fiscal, vous avez un fiscaliste qui vous enseignera cette matière. Ou bien, pour le cours du droit du travail, nous avons donc un spécialiste en droit du travail, un avocat qui dispense cette partie du cours. Comment est-ce que les différents axes de formation sont répartis? Il y a bien entendu l'axe juridique qui vise toutes les différentes branches du droit, c'est-à-dire dans ce cas-là, le droit civil, le droit constitutionnel, le droit du travail, le droit des affaires. Bon, ça va de soi pour une formation juridique, mais il y a aussi cette branche économique qui vise donc plutôt un cours de comptabilité ou d'économie générale. Puis, il y a l'axe communication bureautique ou informatique qui est d'une certaine importance dans notre formation, ainsi que la langue étrangère. Je dis bien une langue étrangère, c'est-à-dire vous avez le choix entre soit l'anglais, soit le néerlandais comme langue étrangère. Quelque chose de très important en dernière année est le travail de fin d'études, en abrévié TFE, c'est-à-dire lorsque vous avez, pendant votre bachelier, déjà remarqué que, ah oui, moi je suis plutôt intéressé par le droit judiciaire ou bien par le droit pénal. Dans cette matière, vous pouvez donc présenter votre travail de fin d'études et rédiger donc un travail et le défendre devant un jury qui sera aussi accompagné par un spécialiste en la matière. Puis nous avons toute une branche insertion et pratique professionnelle. L'abréviation CVS que vous voyez sur le slide vise donc les conférences, les visites et les séminaires que nous proposons. Les visites, c'est par exemple un voyage à Strasbourg où nous allons visiter donc la Cour européenne des droits de l'homme, ou bien ça peut être aussi un voyage à La Haye, à la Cour pénale internationale par exemple, ou encore au Grand-Duché de Luxembourg, rendre visite à la Cour de justice de l'Union européenne.
À côté de cela, il y a bien entendu des stages. Hein. Nous en avons 2 qui vous permettent un peu de voir, par exemple, comment est-ce qu'un huissier de justice travaille ou comment est-ce que ça se passe, pardon, dans un cabinet d'avocats. Donc, ça vous permettra déjà un peu d'aller voir comment le travail au quotidien est organisé. Voilà, mais qu'en est-il, bien entendu, des débouchés? Là, c'est quelque chose qui, pour le droit, je crois qu'il y a peu de formations où il y a tellement de débouchés. Il y a bien entendu les institutions publiques, donc si vous voulez travailler, par exemple, pour une administration de l'État, pour une administration de la région, de la communauté, de la province, là, vous avez énormément de possibilités en tant que bachelier en droit. Il y a bien entendu les assurances, les banques, tout ce qui est fiduciaire, finance, qui cherchent toujours aussi ce qu'on appelle les paralegals, parce que vous êtes, après votre bachelier en droit, des paralegals. Vous pouvez une fois faire des recherches sur Stepstone ou sur LinkedIn. C'est une expression qui est de plus en plus recherchée. Donc, on cherche des paralegals, des bacheliers en droit, par exemple, pour les banques et assurances. Autre possibilité, bien entendu, c'est l'immobilier et les grands cabinets d'avocats, les études de notaires où les huissiers cherchent aussi des bacheliers en droit pour être aidés, pour préparer les dossiers, etc. Mais bon, il y a toute une panoplie de possibilités qui s'offrent à vous une fois que vous avez votre diplôme en poche. Maintenant, si vous êtes d'avis que ce n'est pas encore assez, qu'après les 3 ans de bachelier en droit, vous voulez encore continuer et faire un master, vous avez bien entendu la possibilité de poursuivre vos études. Par exemple, je crois que ma collègue Cécile en touchera un mot tout à l'heure pour le master de gestion publique. Vous pouvez bien entendu aussi switcher par après, faire un master en droit, comme il y a beaucoup d'étudiants qui le font chaque année, qui, une fois leur diplôme en poche d'Elmo, droit vont s'inscrire à l'UNIF, à l'ULG, à l'université de Maastricht ou ailleurs pour encore parfaire leur formation et devenir juriste. Voilà, j'ai dit, je vous remercie, c'est-à-dire donc ça concernait donc notre bachelier en droit et je reste bien entendu à votre disposition. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, un bachelier très polyvalent dans le droit et qui mène à pas mal de possibilités et de différents débouchés. Alors, comme on vous le répète depuis le début, n'hésitez pas à déjà poser vos questions dans le chat ici sur YouTube ou dans les commentaires si vous nous regardez sur Facebook. On y répondra évidemment avec plaisir. Et je vous propose de continuer en abordant donc, comme promis, un master que nous proposons donc à Elmo avec la HEPL, comme vous voyez, notre master en gestion publique. Et pour cela, ben voilà, je revois ici Madame Battistoni qui va nous en parler tout de suite. Voilà, donc moi je vais vous parler de notre master en gestion publique qui est organisé en codiplomation entre 2 hautes écoles. Donc il s'agit de Elmo et plus particulièrement du site du campus Guimain dont on vous parle depuis le début de cette session live. Mais nous avons comme partenaire la HEPL, la Haute École de la province de Liège, dans son site du campus 2000 qui est situé à Gemep. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie une codiplomation? Cela correspond en fait à la moitié des enseignants qui sont issus d'une des 2 hautes écoles, l'autre moitié proviennent de l'autre haute école et les étudiants circulent sur les 2 sites. Mais vous tracassez pas, les horaires sont bien conçus pour vous permettre la première moitié de la semaine d'être au campus Guimain et l'autre moitié de la semaine d'être sur le site de la HEPL. Alors, pour les plus motivés d'entre vous, une fois que vous aurez acquis votre bachelier en droit ou en assurance
ou en comptabilité par exemple, vous pourrez décider de continuer avec un master et vous êtes évidemment les bienvenus dans notre master en gestion publique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un master en gestion publique? Alors, un master en gestion publique, ça vise à former des managers qui vont être capables de piloter et d'encadrer les processus de modernisation engagés au sein du secteur public. Vous savez que le secteur public cherche à se moderniser, cherche à copier ce qui se fait au niveau du privé notamment. Et donc, on a besoin de jeunes dynamiques avec des bonnes idées qui ont envie d'innover. Un manager en gestion publique, ça va être un responsable d'équipe, quelqu'un qui va être capable de concevoir et de déployer des stratégies, mais également de piloter des projets. Il va être sensibilisé à l'amélioration des relations de travail et il sera capable de coacher des équipes de personnes, tout en répondant efficacement aux attentes des usagers, des citoyens et des contribuables, en assurant une bonne gouvernance de l'institution publique dans laquelle il s'investit. Autrement dit, il ambitionnera transparence et éthique dans ses relations professionnelles. Vous allez me dire, mais avec un diplôme de gestion publique, est-ce que je peux uniquement travailler dans la gestion publique? Évidemment, non. C'est vrai que la fonction publique est un pourvoyeur d'emploi important pour nos diplômés, mais vous pourriez parfaitement décrocher un emploi dans le secteur privé. Par exemple, pour une entreprise qui est active dans le secteur des travaux publics et qui doit pouvoir répondre à des marchés publics pour décrocher des commandes auprès de communes ou auprès de provinces. Elle est parfaitement capable d'engager un de nos diplômés pour l'aider à répondre à ces tâches spécifiques. En Belgique, les couches de pouvoir sont relativement complexes et donc les diplômés du master en gestion publique peuvent facilement décrocher un emploi à l'échelon fédéral en s'investissant dans un service public fédéral, à l'échelon de la région en travaillant par exemple pour le compte du service public Wallonie ou à l'échelon d'une communauté, à l'échelon d'une province ou encore pour une commune. Et ce ne sont que quelques exemples. Je pourrais également vous dire que notre formation ambitionne l'international et avec un diplôme de gestion publique, vous pourriez parfaitement briguer un poste auprès de l'Union européenne, par exemple. Quels sont les secteurs dans lesquels on peut travailler lorsque l'on est diplômé de gestion publique? Les secteurs sont vraiment vastes et variés. Vous pourriez bosser dans le secteur de la justice, au niveau du secteur de l'emploi, de l'intégration des personnes, de la santé, de l'environnement, de l'urbanisme, de l'enseignement, de la culture, des finances, tout ce là où l'État a son mot à dire. Je propose de passer maintenant à l'analyse de la grille de cours. Et donc, vous expliquez que lorsque l'on entreprend un master, c'est une formation qui est constituée de 2 années d'études après les 3 années du bachelier. Pour accéder à un master, lorsque l'on possède un bachelier obtenu en haute école, il y a généralement des cours passerelles à suivre. Si vous souhaitez poursuivre vos études par un master à l'université, vous serez généralement tenu de suivre 1 année complète de cours passerelles. Petite subtilité, si vous suivez le master en gestion publique organisé par notre haute école, ces cours passerelles sont relativement limités pour certains diplômés. Par exemple, pour les diplômés du bachelier en droit, les cours passerelles représentent seulement 10 crédits. C'est la même chose pour les diplômés de sciences administratives. Lorsque l'on a un diplôme de bachelier en comptabilité, en informatique de gestion ou en e-business, la passerelle est constituée de 15 crédits. Alors, quel est l'avantage? C'est que cette passerelle réduite peut être combinée à la première année de cours, qui s'appelle chez nous le Master 1. Autrement dit, en 1 année, vous réalisez à la fois votre passerelle et votre Master 1. Vous ne perdez donc pas 1 année à faire vos cours passerelles. Donc, chez nous, le master est constitué de 120 crédits, 60 pour la première année, 60 pour la deuxième. La deuxième année comporte une demi-année de cours et la deuxième partie de l'année est constituée par un stage dans une entreprise publique et par la rédaction d'un mémoire.
La formation est constituée par des cours orientés autour de 4 axes. La grille de cours a été revue en 2019 sur base des commentaires des experts du secteur et sur base des commentaires de nos anciens étudiants afin d'encore mieux correspondre à la réalité de terrain. Premier axe fort de la formation, un axe juridique, avec des cours comme droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, droit administratif approfondi, droit administratif comparé. Deuxième axe, un axe économique, parce que le master en gestion publique s'appuie à la fois sur des connaissances juridiques, mais également économiques. Dans cet axe économique, vous allez retrouver une série de cours de finance. Finances publiques locales, finances publiques des entités fédérales et fédérées, ou encore finances publiques internationales, marché public, analyse stratégique et budgétaire. Troisième axe, un axe sciences politiques et humaines comportant 405 heures de cours et des cours tels que management, public communication. Nous avons certains cours traditionnels qui sont enseignés en anglais, un cours de méthode d'évaluation des politiques, un cours de gestion du changement, un cours de gestion des richesses humaines, un cours de médiation. Et enfin, quatrième axe, un axe transversal comportant 455 heures, dont l'activité d'apprentissage stage et le mémoire. Dans cet axe transversal, 2 langues étrangères sont également proposées. La langue 1 est l'anglais, obligatoire pour tous les étudiants. La langue 2 est au choix entre le néerlandais ou l'allemand. Notre formation se distingue d'une formation universitaire dans la mesure où elle vise à un aspect professionnalisant dans la continuité de nos bacheliers. Cet aspect professionnalisant est mobilisé à travers le stage de 12 semaines en Master 2 ou à travers un cours de gestion de projet et pratique, mais également à travers le biais des conférences, visites et séminaires que nous organisons tout au long du cursus. Nous tentons également de mettre régulièrement nos étudiants en relation avec des professionnels de terrain pour qu'ils puissent bénéficier de leur expertise. En bref, ce que vous devez retenir par rapport au master en gestion publique, je peux vous le résumer en quelques points. C'est une formation assez jeune puisqu'elle existe depuis l'année académique 2013-2014. C'est bien une formation de niveau master, c'est-à-dire un niveau 7 suivant les standards européens, au même titre qu'un master proposé à l'université. Notre formation propose un accès prioritaire à certains bacheliers, donc moyennant une passerelle condensée qui se déroule en même temps que la première année de master. Nos professeurs sont principalement des experts issus du monde professionnel super motivés et dynamiques, qui sont heureux de partager leur expertise avec les étudiants. Nous avons des petites classes, ce qui permet un contact privilégié avec nos enseignants. Par exemple, cette année en Master 1, nous avons 30 étudiants inscrits. Slide suivant, s'il vous plaît. Autre atout non négligeable, la passerelle et le Master 1 peut être réalisé en une seule année. Nos étudiants sont particulièrement suivis. Nous leur proposons des travaux de groupe et des travaux individuels. Les étudiants ont la possibilité de participer à de nombreux séminaires, conférences, visitent également des séjours, par exemple des séjours à l'étranger, lorsque le Covid ne vient pas contrarier nos plans. Des séjours Erasmus avec des écoles partenaires sont parfaitement envisageables. Chaque année, nous avons des étudiants qui partent en Erasmus, principalement en Master 2. Et enfin, dernière info, si vous souhaitez un jour rejoindre le Master en gestion publique, les inscriptions se déroulent dans notre école partenaire à la HEPL, qui est la haute école de référence. Donc, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions via le chat, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Ben voilà, on vient de balayer un petit peu le champ de nos formations juridiques. On espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Voilà, assurance, droit, et ici la gestion publique.
On va tout de suite passer aux questions-réponses, mais avant ça, un petit coup d'œil, vous le voyez sur l'agenda. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de ressources, de consulter nos brochures, par exemple, d'en savoir plus sur les contenus des formations, etc., rendez-vous évidemment sur notre site internet. On a un espace futur étudiant, donc elmo.be/futur-étudiant. Et là, vous allez vraiment retrouver toute une série de ressources, d'infos, aussi par rapport à l'accompagnement pédagogique, l'accompagnement social, les inscriptions, etc. Bref, rendez-vous sur cet espace si vous avez des questions. On y parle également de l'agenda futur étudiant avec ces fameux cursus du mercredi. Donc quasiment tous les mercredis, en dehors des congés scolaires, on vous laisse un petit peu souffler aussi. La semaine prochaine, le 10, on abordera les cursus socio-éducatifs, donc le social et puis éducateur spécialisé, donc animation également, assistant social et éducateur spécialisé. Et puis, on a aussi une porte ouverte qu'on espère faire en présentiel. On croise les doigts pour pouvoir le faire en présentiel, vous accueillir sur nos sites, vous permettre de les visiter, de sentir un petit peu l'ambiance. Ça, ce sera le 8 mai et puis également en septembre, le 4 septembre. Les inscriptions débutent à partir de cette journée porte ouverte du 8 mai. Inscriptions en ligne, toutes les infos sont également sur notre site internet. On sait, c'est pas facile pour vous, pour l'instant, de vraiment pouvoir vous informer, de pouvoir avoir toutes les infos dont vous avez besoin pour faire votre choix. Donc, on met pas mal de choses en place et on espère que ça vous aide. Et d'ailleurs, par rapport à cette aide et à cet accompagnement, on va tout de suite passer à vos questions. On va les parcourir ensemble et tous nos intervenants vont pouvoir y répondre en fonction des questions qui seront abordées. Donc, voilà, mes collègues me rejoignent pour pouvoir découvrir vos questions. On va tout de suite parcourir ensemble. Peut-être une première question qui va nous arriver. Voilà, ici, on nous demande pour devenir assistant de direction, peut-être, ou assistant direct, de juriste ou assistante de notaire avec le bachelier en droit. Est-ce que c'est possible? Voilà, peut-être Madame Yves. Tout à fait. C'est-à-dire, assistante directe de juriste, je crois qu'on vise peut-être plutôt l'assistante d'un avocat ou dans un cabinet d'avocat, comme j'expliquais, mais c'est tout à fait possible, bien entendu. C'est ce que j'expliquais avec les paralegals. C'est de plus en plus recherché par les différents employeurs, que ce soit maintenant du privé ou du secteur public. Mais bon, pour répondre à votre question, oui, c'est possible. Merci beaucoup. Une autre question. Un bachelier en droit suffit pour se retourner vers le milieu des assurances après? On peut faire un petit duo peut-être avec Monsieur Rosset. D'accord. Donc, je pense qu'un bachelier en droit peut travailler dans le milieu des assurances, mais il n'aura pas autant de connaissances a priori techniques qu'un bachelier en assurance. Mais Monsieur Rosset peut compléter. Je pense que c'est plutôt au niveau de la formation. Dans le bachelier en droit, vous aurez un cours de droit des assurances et vous aurez des notions sur le droit des assurances, mais comme sur d'autres droits, alors que dans le bachelier en assurance, vous êtes formé spécifiquement à ce milieu-là. Claude? Oui. Dans un bureau de courtage ou chez les autres distributeurs d'assurance, le diplôme d'assurance et de gestion du risque est requis. Maintenant, dans les compagnies, le discours est un peu différent. Dans les compagnies d'assurance, certains postes sont réservés à des bacheliers en droit. Je pense particulièrement aux services juridiques, mais pas exclusivement. Par contre, d'autres le sont, et ils sont plus nombreux forcément. Beaucoup plus de postes sont réservés à des diplômés en assurance et gestion du risque lorsque les connaissances techniques en assurance sont nécessaires. Alors, je sais que les compagnies d'assurance recrutent aussi d'autres diplômes que des bacheliers en assurance, notamment en marketing. Il n'y a pas que des diplômés en droit, il y a aussi beaucoup de diplômés en marketing qui sont engagés par les compagnies d'assurance. Mais ça s'explique principalement parce qu'il n'y a pas suffisamment de diplômés en assurance. Il y a exactement 25 étudiants qui sont sortis diplômés du bac en assurance l'année passée. Après quelques semaines, il n'y avait plus de candidats sur le marché. Donc, les compagnies d'assurance qui ont besoin d'engager élargissent leur recherche à d'autres bacheliers, dont les bacheliers en droit, qui sont effectivement fort recherchés. Pour citer Liège, qui sont très recherchés à ETIAS notamment.
Alors, une autre question ici de Chloé, qui a toujours étudié le néerlandais, jamais d'anglais, mais en allant en droit, elle aimerait prendre l'anglais comme langue. Est-ce que ce choix pourrait avoir des conséquences sur ses études? Donc, on parle ici un peu de prérequis en langue dans le bachelier en droit. Alors, il n'y a pas de prérequis officiel au sens administratif et obligatoire du terme. Maintenant, c'est clair que si vous avez un background ou des connaissances sur le néerlandais, ce sera facilitateur de continuer dans cette voie-là. Alors, on a des étudiants qui sont débutants complets en anglais. Maintenant, quand vous me dites que vous n'avez pas étudié l'anglais, ça veut peut-être dire que vous ne l'avez pas fait à l'école, mais qu'à côté de ça, vous avez néanmoins des connaissances en anglais. Ce qui est un peu difficile, c'est de commencer de zéro. Alors, comme au bac assurance, le premier quadri, on va revoir ou on va voir toutes les bases, mais c'est un rythme soutenu puisqu'on entrera assez vite dans la langue spécifique, dans la langue métier. Donc, ce que je veux dire, c'est capitaliser sur la langue que vous maîtrisez déjà du secondaire, c'est probablement l'option la plus, entre guillemets, facile. Je comprends l'intérêt de démarrer l'anglais et de se former en anglais parce que vous garderez vos acquis sur le néerlandais et ça fera deux langues, mais c'est une voie peut-être a priori un peu plus difficile si vous êtes débutante complète. Ça, c'est ce que je ne sais pas. Si vous n'êtes pas débutante complète, que vous avez déjà des notions, le premier quadri vous permettra de revoir toutes ces notions et puis vous entrerez dans la langue spécifique par après. Un tout grand merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà, Lara. En quelle année se font les stages en droit? En dernière année. Peut-être quelques explications. Voilà, si on a une question sur les stages, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que ce sont les étudiants qui cherchent les stages? C'est l'école qui leur trouve les stages? Est-ce qu'ils ont une liberté dans le choix de ces lieux de stage? Ça peut être l'occasion de donner quelques infos là-dessus, peut-être? Oui, donc il y a deux stages au bac droit. Deux stages, tous les deux sont organisés en dernière année au deuxième quadri. Donc, vous terminez votre formation chez nous par l'insertion professionnelle en stage. Deux stages qu'on vous invite, que vous êtes obligés, sauf mesure exceptionnelle, donc on vous invite à faire dans deux secteurs différents. Si vous repensez à la présentation de Monsieur Derwal, vous savez que le bachelier en droit peut vous mener à beaucoup de milieux différents et donc pendant les stages, on vous invite à en découvrir deux. Donc, vous pouvez aller dans une institution publique et chez un notaire, par exemple. Mais vous ne pouvez pas aller deux fois dans des institutions publiques. Donc, ça, c'est le stage en troisième. Les étudiants sont invités à chercher leur lieu de stage par eux-mêmes, mais il y a une référente stage qui peut aider, accompagner, qui peut proposer des endroits de stage habituels puisqu'on a des partenariats de longue date. Mais le choix de départ, c'est la responsabilité de l'étudiant qui soumettra son choix et le choix sera validé ou non en fonction des critères. Il y a une seule exception pour ne faire qu'un stage, et je pense que ça pourrait peut-être répondre à d'autres questions, c'est si vous le faites à l'étranger, parce que vous pouvez effectivement faire votre stage à l'étranger. Alors dans ce cas-là, vous pouvez faire un stage qui cumule les durées des deux stages pour les autres étudiants. Et peut-être pour compléter aussi là-dessus, sachez que Elmo organise un job day. Donc chaque année, il y a un job day qui est organisé, aussi bien pour les étudiants du département ici juridique et économique et pour les étudiants du département informatique et technique. Et donc là, c'est un moment en fait où il y a plein d'entreprises qui viennent à l'école et les étudiants peuvent rencontrer les entreprises, les employeurs, que ce soit quand on est en dernière pour éventuellement déjà postuler, déjà prendre des contacts professionnels, mais également en deuxième pour voilà aussi prendre des contacts pour les stages. Donc ça, par rapport à la recherche des stages, c'est aussi un élément qui est assez sympa et intéressant, je pense, pour nos étudiants. Voilà, on a peut-être d'autres questions. Lara, est-il possible de faire la passerelle et le Master 1 la même année en droit? Les passerelles, c'est quelque chose, il faut plutôt référer à la passerelle, si je comprends bien la question, pour faire le master en droit à l'université,
à l'université. Ça dépend un peu de l'université, mais bon, sachez qu'il y a eu ce qu'on appelle le processus de Bologne. Hein, donc, il y a eu un décret Bologne il y a quelques années et on a essayé d'harmoniser les bacheliers ainsi que les masters partout dans l'Union européenne. Et le but là derrière, c'est de dire, voilà, on va essayer d'harmoniser cela, permettant ainsi aux étudiants de switcher plus facilement d'un bachelier vers un master. Donc, l'époque, quand moi j'étais jeune, il fallait encore faire je ne sais pas combien d'examens en plus pour pouvoir étudier à l'UNIF. Ça, c'est révolu ce temps. Donc, ici, c'est rendu beaucoup plus facile, mais je renvoie quand même aux différentes universités, maintenant que ce soit l'UC Louvain, l'ULG ou autre, c'est à l'université accueillante de fixer cela. Je pense qu'on peut quand même dire que par rapport à une passerelle vers un master en droit, il faut compter une année d'études en plus. Hein. Je pense que majoritairement, ce sera quand même plutôt 60 crédits de complément de formation. Donc, par rapport à une passerelle bachelier droit, master en droit, là, il faut vraiment compter une année supplémentaire. Cette possibilité d'intégrer la passerelle à l'année de master 1, ça va vraiment être dans des cas assez spécifiques, comme ce qu'on propose nous ici dans le master en gestion publique, parce que le complément de formation est plus limité. Donc, on arrive à l'ajouter aux 60 crédits de l'année. Mais pour une passerelle vers un master droit, je pense qu'il faut compter une année de plus tout de même. Ouais, je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Ici, pour le master en gestion publique, on reste d'un bachelier haute école vers un master en haute école. C'est ça aussi qui facilite l'accès passerelle et qui permet de combiner une passerelle limitée avec l'année de master 1, ce qui est un atout. Tout à fait. Alors, Michel qui nous demande, est-ce que le choix n'est pas possible en droit? Je pense, ah oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais bien compris, le choix de l'allemand. Bah, peut-être Madame de Sarre, quelques... Oui, alors au bachelier en droit spécifiquement, il y a 2 langues qui sont organisées, qui sont l'anglais et le néerlandais, et c'est parmi ces 2 langues-là qu'il faut choisir votre langue étrangère. Alors, comme on a la chance d'être dans un grand département, il est déjà arrivé que pour répondre à des demandes spécifiques, on propose à des étudiants qui voulaient absolument l'allemand, parce qu'évidemment c'est pertinent de vouloir apprendre l'allemand, on leur propose mais de s'intégrer dans le cours d'allemand d'un autre bachelier. Alors, ce n'est pas nécessairement facile, mais par contre, c'est faisable. On le fait chaque année et ça permet d'élargir le choix. Donc, si vous nous dites en arrivant, je souhaiterais vraiment prendre l'allemand pour telle ou telle raison, alors on va analyser les raisons avec vous et on va voir dans quelle mesure on peut vous intégrer dans le cours d'allemand d'un autre bachelier. La seule petite différence, c'est que on n'a pas tout à fait l'équivalence des cours entre bacheliers puisque, vous l'avez bien compris, même en nous entendant tous les trois, on est dans une optique très professionnalisante et donc il faudra peut-être pour l'allemand qu'on organise un petit complément d'allemand juridique pour vous. Mais ça, on le fait dans le cadre d'un travail, par exemple, au bloc 2. Donc, il y a la possibilité. C'est une exception, ça doit être négocié et mis en œuvre avec des avantages et des inconvénients. A priori, le choix se fait plutôt entre l'anglais et le néerlandais. Voilà, super, merci beaucoup. Ah ben voilà, une question assez intéressante aussi, voir un petit peu comment ça se passe, le quotidien, l'ambiance, l'organisation. Combien y a-t-il d'élèves en moyenne dans une classe dans un bachelier en droit? Ça dépend fort des années. Monsieur Derboil, il donne cours en première. Donc, Monsieur Derboil, il peut vous dire qu'il en a combien dans sa classe? Je suis censé avoir 160 étudiants parce que moi je donne donc cours une fois par semaine dans le grand auditoire et là bon on a besoin du grand auditoire justement pour accueillir tous ces étudiants, mais sachez que il y a aussi une répartition qui est faite en classe et là peut-être Madame Dessart pourra vous l'expliquer, c'est justement pour les cours de langue, pour bureautique et informatique, etc. où on répartit donc ce grand auditoire en classes différentes. Oui, voilà. Donc, en première, par exemple, cette année, approximativement, il y a 200 étudiants inscrits en première. Ces étudiants ont tous cours ensemble pour certaines matières. C'est souvent pour les matières
plutôt de droit, hein, justement. Et donc là, ils sont dans le grand auditoire. Mais par contre, effectivement, comme le dit M. Derwal, ils sont répartis en 4 classes, donc d'approximativement 50 étudiants. Et parfois, ces classes sont divisées en sous-groupes pour les cours de français, de langue étrangère, d'informatique, de bureautique, ou bien pour des activités particulières. Par exemple, le cours de droit civil et méthodologie, le cours de droit civil et méthodologie, il est dédoublé. D'accord ? Donc, il y a ce qui est la masse d'étudiants inscrits avec des cours qui sont donnés à tout le monde ensemble, qui ne sont pas dédoublés. Et puis, il y a les plus petites unités. Ça, c'est en première. En deuxième, on arrive alors en deuxième autour d'une centaine d'étudiants avec le même principe, des cours tous ensemble et des cours séparés. Idem en troisième, et plus on avance, plus la masse diminue. Mais voilà, on y voit un petit peu plus clair sur l'organisation quotidienne. Alors, toujours pour le bachelier en droit, je pense qu'on peut faire un quadri à l'étranger ou en Flandre. Quelles sont les modalités, voilà un petit peu pour ces possibilités de mobilité? Elmo dispose d'un service international très actif qui a établi des partenariats divers avec différentes institutions. Monsieur Rossel vous en a parlé pour le bachelier en assurance aussi. Et donc, oui, il est évidemment possible de faire un quadri à l'étranger ou en Flandre. Donc, il y a l'Erasmus ou l'Erasmus Belgica. En deuxième, vous commencez à recevoir les informations de notre référent. Donc, on a un référent international pour le bac droit. Il vous donnera les informations sur ce qui est possible et à quelles conditions, puisqu'il faut que vous ayez rempli certaines conditions, notamment en termes de réussite d'une bonne proportion de votre programme. Et puis, lorsque tout ça est finalisé, vous pouvez partir alors en troisième en fonction d'un learning agreement qui est décidé et qui remplace les cours que vous auriez suivis à Elmo. Donc, c'est possible, les infos arrivent en deuxième, il faut atteindre certains critères. Sur base de ces critères, votre dossier est envoyé, est accepté. Vous pouvez partir avec un learning agreement qui remplace les cours que vous auriez suivis à Elmo. Alors, y a-t-il des formations possibles pour se spécialiser dans le courtage après un bachelier en droit? Voilà encore une question un petit peu sur ces relations entre finalement les assurances et le droit. Peut-être Monsieur Rossel, quelques explications là-dessus? La profession de courtier, c'est une profession réglementée par la FSMA, qui est un peu le gendarme dans le domaine de l'assurance. Et il faut un minimum de connaissances techniques en assurance. Il faut exactement 11 crédits en assurance pour pouvoir être dispensé des cours. Donc, c'est le cas en assurance. C'est pour ça que je vous ai dit que d'office, vous aviez l'accès à la profession de courtier avec votre diplôme en poche, ce qui n'est pas le cas, effectivement, avec un diplôme en droit, puisqu'il n'y a pas 11 crédits de connaissances techniques en assurance dispensés dans le cursus en droit. Alors, c'est toujours possible de refaire des études par après. Ça voudrait dire refaire soit un bachelier, peut-être en 2 ans plutôt qu'en 3 ans. Ça voudrait dire suivre des cours à l'IFA-PME pour obtenir des crédits dans les différentes branches d'assurance. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de faire des études, entre guillemets, de courtage après un bachelier en droit. Donc, pour toi, il vaut mieux commencer, si on souhaite arriver dans ce secteur-là, il faut commencer directement dans les assurances. D'accord. Ben voilà, merci pour cette réponse très claire. On a peut-être d'autres questions qui continuent à arriver. Merci en tout cas pour toutes vos questions. C'est vraiment chouette d'avoir toute cette interaction, toutes ces questions qui nous arrivent. Adama qui demande, faut-il des connaissances assez solides en mathématiques pour faire du droit? Je dirais que non, parce que à l'époque, je reviens toujours avec l'époque où j'étais encore jeune et beau, on disait toujours il faut du latin. Non, il fallait pas du latin pour faire du droit. Ici, la question vise plutôt la mathématique. Il y a un cours en quentin, on est bien d'accord, mais carrément être très solide en mathématiques, moi je dirais que non. Maintenant, sauf on va peut-être me contredire, mais il n'y a pas de cours de mathématiques dans le programme du bac droit. Donc non, en effet, je confirme. Et les cours un peu plus chiffrés, entre guillemets, seront les cours de comptabilité et gestion. Mais ce n'est pas de la pure mathématique au sens premier du terme.
Je pense qu'il y a aussi des projets qui sont proposés en droit où on va plutôt aller vers l'entrepreneuriat, des choses comme ça, parce que évidemment les connaissances juridiques et l'approche juridique peut être hyper importante, hyper intéressante aussi pour l'entrepreneuriat. Mais comme on vient de vous le dire, on n'est pas dans des mathématiques pures, on est plutôt dans une logique de voilà les connaissances en droit qui peuvent évidemment jouer, intervenir dans la construction d'une entreprise, dans la construction d'un projet, voilà avec d'autres compétences économiques, mais pas des mathématiques pures. Voilà, je crois qu'on va vous laisser aussi à un moment donné profiter un petit peu, peut-être prendre une dernière question ici, celle de Florian, qui demande les possibilités de master après un bachelier en droit. Il y en a plusieurs, peut-être si on peut les lister, effectivement. Alors, les lister, ça va être difficile, compliqué. Franchement. Oui, donc, comme me le disait M. Desrois, là, il faut peut-être voir dans les institutions que vous visez ce que vous pouvez faire aussi. Par contre, ce que je peux faire, et ça, c'est, je pense, un bon indicateur, on a fait justement ici en décembre 2020, donc il y a quelques mois, une enquête auprès de nos diplômés pour voir quel type d'études ils avaient fait après leur bachelier. Et donc, voilà, vous avez ici des gens qui ont continué un master en droit, en criminaux, en sciences du travail, en gestion publique à Elmo, un doctorat par après, donc un master et puis un doctorat en sciences politiques. Il y a gestion HEC aussi. Donc, il y a des possibilités qui sont diverses, mais il faut chaque fois aller voir au niveau de l'institution d'accueil ce qu'ils vont vous demander comme crédit passerelle pour avoir accès à leur formation. Mais voilà, donc l'éventail est large. Droit, criminaux, sciences du travail, gestion publique chez nous, sciences politiques, et sciences gestion HEC, là, je pense que c'est un peu moins facile au niveau de la passerelle vers sciences gestion HEC. Donc là, c'est à creuser. Mais en tout cas, il y a pas mal de possibilités par après. Sachez également que sur le site internet de Elmo, vous avez donc les pages avec les cursus, on va présenter les débouchés, vous allez retrouver le programme d'études, etc. On indique également à chaque fois les passerelles les plus fréquentes, les plus récurrentes. Donc, c'est difficile de faire une liste arrêtée, mais si vous allez découvrir un petit peu voilà, nos formations, le contenu, les débouchés, vous aurez également accès aux passerelles voilà, les plus courantes pour les différentes formations, que ce soit assurance, le master en gestion publique, c'est un peu différent, mais voilà. Je pense qu'il y avait peut-être une dernière question sur... voilà, encore une question, c'est chouette, on continue tant qu'il y en a, n'hésitez pas. Bachelier en assurance, il faut obligatoirement 2 langues, demande Noémie. C'est bien ça, donc les 2 langues sont obligatoires, l'anglais et le néerlandais, et dans les 3 blocs, donc bloc 1, bloc 2, bloc 3, avec un cours pour débutants dans le premier quadrimestre, un cours pour débutants intermédiaires dans le 2e quadrimestre du bloc 1, et le 2e et le 3e bloc sont vraiment consacrés à l'anglais et au néerlandais de l'assurance. Très bien. Voilà pour les langues dans le bachelier en assurance. Alors, la journée porte ouverte aura-t-elle lieu? Si oui, quand et selon quelle modalité? Donc voilà, comme on le disait, la porte ouverte, donc elle est prévue. On a 2 dates de porte ouverte. On a une porte ouverte le 8 mai et on a une porte ouverte le 4 septembre. On espère les faire toutes les 2 en présentiel, en respectant évidemment des normes de sécurité strictes en fonction de l'évolution des mesures sanitaires. Mais on espère bien pouvoir les faire en présentiel, voilà, peut-être avec par petits groupes, avec un itinéraire. Voilà, on verra ce qui peut être possible. C'est prévu le 8 mai et le 4 septembre en présentiel. Toutes les infos seront sur notre site internet. On communiquera évidemment également sur Facebook pour vous donner toutes les modalités. Mais l'objectif, c'est bien que vous puissiez venir nous rendre visite et venir découvrir nos sites. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, c'est le 8 mai dans tous les campus et instituts de Elmo. Et puis, en fonction de l'évolution, on tient évidemment au courant et on adaptera nos modalités pour que cela puisse être possible dans les meilleures circonstances. Voilà, peut-être encore une petite dernière pour la route. C'est toujours un plaisir d'y répondre. Donc, je propose de continuer peut-être avec... une toute dernière, voilà, un commentaire, un remerciement, c'est agréable aussi. Voilà, merci pour vos réponses. Avec plaisir, Amandine et Noémie qui demande jusque quand peut-on s'inscrire. Donc, on peut s'inscrire jusque, je pense, le 22 octobre. Fin octobre, c'est la date limite d'inscription, en sachant que les cours recommencent le 14 septembre. Donc, évidemment, c'est toujours mieux de s'inscrire avant la rentrée pour pouvoir vivre cette rentrée, assister à l'accueil, prendre ses marques, vivre les premiers cours et ne pas commencer quand ça a déjà démarré. On est peut-être déjà un petit peu en retard. Donc,
quand on a fait son choix, c'est bien de s'inscrire dès qu'on est sûr de son choix. La rentrée se fait le 14 septembre, mais il y a encore possibilité de s'inscrire un petit peu plus tard, je pense jusqu'à mi-fin octobre. J'ai le 22 comme date en tête, mais voilà. Oui, je pense effectivement que c'est jusqu'à la fin octobre, mais je te rejoins pleinement et je me permets d'insister sur l'importance de prendre le train en marche. Et donc, une fois que vous êtes décidé, c'est vraiment bien d'être là dès le départ puisque toutes les balises sont mises en place et ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile de se remettre en mouvement ou de se mettre en mouvement avec les enseignants, avec les étudiants ou dans tous les services qui vous sont présentés si vous n'êtes pas là au début, puisque Elmo vous propose plein de services d'accompagnement pédagogique, d'accompagnement social et tout ça, c'est essentiellement présenté au tout début de l'année. Donc, ce sont plein d'opportunités facilitatrices pour vous, des opportunités d'accompagnement qu'il est vraiment dommage de rater. Donc, dès que vous êtes décidé, je pense qu'il n'y a vraiment pas de raison d'attendre. Tout à fait. Et alors, peut-on s'inscrire sans avoir passé le CESS? Non, il faut avoir son CESS pour pouvoir s'inscrire. Donc, les inscriptions se font en ligne. Donc, vous pouvez déjà ouvrir votre dossier, vous pouvez déjà compléter. Mais pour finaliser votre inscription, pour pouvoir vraiment être inscrit, il faut avoir son CESS ou un document prouvant que vous avez bien réussi et que vous allez le recevoir. Donc, on peut ouvrir un dossier, mais l'inscription ne sera effective et finalisée qu'une fois que vous aurez transmis copie de votre CESS. Avec plaisir. Noémie, voilà, eh bien, je pense qu'on a fait ici un petit peu le tour de ces questions. On espère que vous y voyez plus clair sur nos formations juridiques. On espère que ça vous a aidé. Et en tout cas, on vous remercie. Je tiens à remercier encore tous nos intervenants pour leur présence, pour votre temps et pour avoir répondu à tous les intervenants. Merci encore d'avoir été là. Merci aussi à Alice et à Adriano en préparation en régie. On vous souhaite en tout cas de faire un choix qui vous rendra heureux. On espère vous avoir aidé dans votre orientation. Et puis, on vous souhaite un mercredi ensoleillé et de bien profiter aussi de votre mercredi après-midi. Voilà. Merci encore à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.